Bonjour, Monsieur Lang. Bonjour, vous pouvez m'appeler Philippe, il n'y a pas de souci. Je vous appelle Philippe, eh bien alors allons-y, je vous appelle Philippe. Donc vous êtes ici pour nous parler de ce polar que vous avez écrit, Le sommeil des nymphes, mais peut-être déjà allez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce disque que nous venons d'entendre? En fait, Aftermath de Muse est un après-combat, si je puis dire. Donc un thriller démarre toujours par un début un peu noir, et ce qui reste au bout du thriller, c'est quand même le message d'espoir. Donc derrière le mystère du combat et pour Muse de la guerre, effectivement le but derrière tout ça, c'est le message d'espoir et la reconstruction. Donc j'espère que à la fin du Sommeil des nymphes, nous respecterons quelque part le message de Muse. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Oui, bon. Alors, bien, je suis ravie de vous recevoir. Et puis, je vais peut-être déjà vous demander de vous présenter. Philippe Lang, qui êtes-vous? Bon, c'est toujours difficile de parler de soi. Donc, je suis un peu comme la ménagère, j'ai moins de 50 ans. 49 pour être exact. Donc je suis marié, j'ai une petite fille de 12 ans. Et je pense que ma vie professionnelle n'intéressera personne, mais plutôt ma vie un peu littéraire. Donc en fait, j'essaye d'écrire depuis l'âge de mes 12 ans, et donc plusieurs tentatives infructueuses, dont une fois un roman également, mais qui n'a pas eu de suite. Et je me suis attaché également au texte pour enfants et à la poésie. Donc je suis assez large, assez éclectique dans mes choix. Et puis, quelque part, un déclic a eu lieu en moi. Alors, je ne sais pas si c'est la crise de la 45e, mais quelque chose qui devait rester en moi depuis quelques années et que j'ai eu envie de sortir. Et cette fois-ci, je n'ai pas failli, je ne me suis pas arrêté en cours de route, et le livre est allé jusqu'au bout. Donc, voilà, c'est... Alors, les livres pour enfants, vous en avez publié? Non, c'est ma plus fidèle lectrice, c'est ma fille. Oui, c'est pour enfants. Et c'était pour ma fille, et c'est pour environ 8 ans. Oui. Voilà. Donc, mais c'est suite notamment à une anecdote que je peux éventuellement vous raconter avec ma fille. Oui. Donc le dimanche matin, nous avions l'habitude d'aller chercher le pain tous les deux. Elle était toute jeune, sachant que derrière le pain, derrière la boulangère, nous allions aussi à la rivière, donc en bordure du terrain qui passe à Beauvais, voir les canards. Et il se trouve qu'un dimanche matin, nous arrivons dans la boulangerie, et ma fille dit à la boulangère, parce que j'avais demandé une baguette, et ma fille dit à la boulangère, je voudrais une baguette magique. Oh, et donc ça a fait tilt. Je me suis demandé pourquoi cette baguette pouvait être magique. D'accord. Et donc, quand on est allé voir les canards, effectivement, quand vous allez voir les canards et que vous n'avez rien, ils sont plutôt avec la volonté de vous fuir. Et quand vous commencez par leur offrir du pain, généralement, ils reviennent vers vous. Et donc, j'ai expliqué à ma fille que cette baguette était magique parce que justement, grâce à elle, elle pouvait donner en manger aux canards sans qu'ils se sauvent. Et donc j'en ai fait un petit texte pour enfants que j'ai essayé d'illustrer, mais je ne sais pas dessiner. Et le livre est toujours là, l'idée est toujours là, et j'espère qu'un jour je pourrai en faire un véritable livre pour tous les enfants et pour tous les boulangers du monde. Oui, écoutez, c'est toujours possible, d'autant plus que la littérature jeunesse est vraiment en expansion. C'est vraiment... Alors revenons peut-être un petit peu justement à notre Sommeil des nymphes, qui est alors un polar en or, donc chez Ravet Anso. Polar en or, alors dans les obligations, c'est que ça doit se passer autant que faire se peut en Picardie, oui. en or.
Donc maintenant c'est les Hauts-de-France. C'est le Hauts-de-France, vous avez le Pas-de-Calais, la Picardie et vous avez également la Normandie. Alors, vous avez situé votre livre plutôt dans les environs de Chantilly au départ, et puis on monte un petit peu vers la côte. En fait, moi je suis du nord de la France. J'ai passé mes études à Lille et Douai. Mes parents y sont d'ailleurs toujours. Et puis, je suis venu en Picardie pour le travail et j'y suis resté. Donc, je suis arrivé en 99 et je suis en fait organisateur de rallye en Picardie, qui est une région que j'aime beaucoup par sa richesse. Et à l'occasion d'un de ces rallyes, j'ai rencontré, je suis tombé sur un lieu plutôt tout à fait particulier, un lieu unique en France. Il y en a eu quelques-uns du même type un petit peu en dehors, mais vraiment un lieu unique et qui se situe du côté de la Morlaix, près de la forêt de Chantilly. Ce lieu existe toujours aujourd'hui, il est habité par la Croix-Rouge, mais ce lieu a une histoire. Et en fait, peut-être pas la raconter. Non, on ne va certainement pas le raconter. Non, les gens le verront dans. Voilà. On ça vous a donné. Ils feront le lien avec ce lieu du passé. Et pourquoi ce lieu ce livre, au-delà d'être un thriller, énonce quelques thèmes peut-être un peu plus modernes. Et j'ai trouvé qu'il y avait un lien quelque part entre cette thématique moderne et ce qui s'est passé dans ce lieu. Et il y avait quelque part un devoir et de mémoire et peut-être un devoir d'alerte, puisqu'on sait que l'histoire se répète souvent et parfois pas sur des choses très sympathiques. Et donc au-delà de la fiction, on arrive à travers ce passé à recoller les morceaux du présent et à s'interroger sur l'avenir. Oui, bien, belle interrogation. Alors, moi, je vous avais dit, le début du livre, nous laisse, mais c'est très très souvent dans les débuts de polar ou de thriller, on a un petit peu l'impression de partir dans différentes directions. Et puis, vous m'avez dit oui, c'est un début puzzle. Oui. Mais il y a une belle synthèse après. Bon. Oui. Effectivement, moi je suis sur une manière d'écrire effectivement un peu en puzzle. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans la vraie vie, où vous avez des événements qui finalement ne coexistent pas forcément, qui démarrent à des endroits différents et qui à un moment se rejoignent pour former une histoire. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce livre. On démarre avec certains personnages dans un coin, d'autres personnages un peu ailleurs, d'autres personnages un peu ailleurs. Alors, je vous rassure, il n'y a pas non plus le même nombre de personnages que dans Game of Thrones. C'est en nombre un peu plus limité pour que chacun puisse s'y retrouver. Et à un moment, cette mosaïque dessine un puzzle et tout converge finalement vers le centre de l'action, qui encore une fois est un hôtel qui se trouve près de la forêt de Chantilly, donc et qui fait peut-être le lien avec autre chose. Oui, et cet hôtel qui a différentes, comment est-ce que je dirais moi, des strates selon les étages. Oui. Avec un étage paradisiaque apparemment en haut, le château, et puis... en fait, comme tout hôtel, vous avez du passage, des gens en transit, et c'est vrai que les premiers étages de l'hôtel sont pour des personnes comme tout à chacun, comme vous et moi, quand vous devez vous rendre quelque part. Donc vous y passez, vous payez votre chambre et vous partez. Et puis il se trouve que les deux derniers étages, en fait, sont des étages un petit peu inaccessibles. Et il faut une carte, d'ailleurs. Vous ne pouvez pas y accéder directement par l'ascenseur sans carte. Et dans ces étages vivent des gens assez puissants qui vivent à l'année, qui ont le pouvoir de l'argent. Et
Et en fait, le début de l'histoire, c'est une situation qui paraît tout à fait anodine. Une femme de chambre des étages supérieurs, donc de ces étages un peu paradisiaques, démissionne. Il faut la remplacer au pied levé. Donc on prend une femme de chambre des étages du bas, qui va monter pour s'occuper finalement de ces personnes un peu spéciales. Et il se trouve que à un moment, cette deuxième femme de chambre, donc qui s'appelle Selena, en fait disparaît. Et pardon, je me suis trompé. C'est Clara qui disparaît. Clara, et c'est Selena, son amie, qui va tenter d'aller la chercher. Donc, et à partir de là, elle va découvrir ce qui se passe dans les étages supérieurs. Et au fil de cette quête de son amie Clara, en fait, Selena, qui est un petit peu fermée au monde, va finalement s'ouvrir et découvrir des choses sur elle-même. Et finalement, cette quête d'une autre personne se transforme en quête d'elle-même et une quête un peu identitaire finalement. Ah, tout à fait. Je pensais qu'on en parlerait après pour les personnages, mais c'est vrai qu'il y a là, il y a un autre personnage dont on parlera et qui est aussi en quête de lui-même. Alors, on a là un thriller donc avec des poursuites, de multiples rebonds, une métaphore de la ruche. Oui. Des rappels historiques, et ça on en parlait tout à l'heure déjà, tant de l'histoire française que de celle de certains pays européens. Oui. Toujours autour d'un même thème d'ailleurs. Toujours autour du même thème, Oui. mais justement on nous rappelle que ça existait avant, que ça existait il y a encore quelques temps près de nous, et que ça risque peut-être de ressurgir, oui. Et peut-être qu'en ce moment, on n'en sait rien aussi. Point de suspension. Hein. Oui, Bon. oui. Et puis il y a donc des personnages qui sont doués de multiples talents plus ou moins cachés. On les découvre nous aussi au fur et à mesure. Oui, ben si quelque part ces personnages vivent dans la douleur, puisqu'ils ne se sont pas encore trouvés, ils se réfugient dans l'art. Finalement, certains dans la poésie, certains dans la peinture, et c'est quelque part ce qui va lier les personnages pour aller chercher Clara. Tout à fait. Puisque c'est vrai qu'on lit pas grand-chose par la douleur, mais finalement par la construction qu'on en fait. Et Selena est passionnée de peinture. Le veilleur de nuit qui va l'accompagner dans sa quête et qui s'appelle Thorne, lui est passionné de poésie. Et c'est vrai que dans la poésie, il y a la musicalité des mots et également un petit peu la richesse des images. Donc les deux vont se retrouver autour de l'art, autour de la même douleur qu'ils arrivent à exprimer avec des mots ou avec des dessins, pour finalement converger vers ce but d'aller chercher Clara. Voilà. Et puis votre livre non seulement est un thriller, mais il y a aussi une réflexion philosophique, une réflexion sur non seulement le temps, le passé, le présent et le futur, mais aussi sur ce que nous sommes chacun d'entre nous, sur les personnes. Vous nous décrivez des lieux multiples parce que là on a dit forêt de Chantilly, le bord de mer, mais on passe très très souvent d'un lieu à l'autre avec tous les moyens de déplacement. Oui. J'ai eu la remarque, effectivement. Alors c'est vrai que mon métier m'oblige à me déplacer beaucoup. Alors est-ce que c'est ancré en moi ? Effectivement, vous allez retrouver de l'avion, de la voiture, du camion et même une péniche à un moment. Oui. Le vélo mais peut-être que derrière ça, la symbolique continue et finalement le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre, c'est peut-être la vie et peut-être que la vie est quelque part une forme de véhicule qu'il faut entretenir chaque jour pour aller d'un premier point de naissance jusqu'à un point ultime. Alors, nous avions pensé passer un deuxième titre que vous avez choisi. Oui. Alors, je l'ai choisi, donc c'est Feu d'artifice de Calogero.
C'est une très belle chanson qu'on croit initialement être pour les enfants. C'est vrai qu'on a tous vu nos feux d'artifice et qu'on en garde beaucoup de choses dans les yeux. Mais c'est un peu comme un livre. C'est laisser une trace qui peut paraître éphémère sur le coup. J'étais en dédicace samedi. C'est plein de rencontres d'un jour, mais qui à un moment vont porter une idée, un message au-delà du temps. Et c'est ce que je souhaite à mon livre, et quelque part, si on peut faire un peu de plaisir aux gens à travers un livre, c'est un peu comme un feu d'artifice pour moi. Bien, donc nous écoutons Feu d'artifice, peut-être pas tout puisque quand même ça dure 6 minutes. Oui, Calogero est... Donc nous reviendrons au bout de, disons, 3 minutes. Ouais. Voilà. J'étais hissé sur des épaules, sous ces galaxies gigantesques. Je rêvais en tendant les paumes de pouvoir les... Eh bien, nous nous retrouvons après ce disque de Calogero. Et nous allons continuer à parler avec Monsieur Philippe Lang, donc du Sommeil des nymphes, un thriller qui est sorti très récemment chez Raveanso dans la collection Polar en or. 26 septembre en fait, il est 26 sorti. Septembre, Oui. Exactement. Alors nous étions en train de dire alors nous avions parlé de tous les moyens de déplacement, mais il y a aussi l'utilisation de pratiquement toutes les techniques modernes de communication, si j'ai remarqué. Vous avez Oui. Ah oui. Oui, on a essayé. Bon, je vous rassure, je ne suis pas un geek. Donc Non. non. Il n'y a pas que ça, mais voilà. c'est Par contre, présent. comme il y a effectivement du présent et du passé, il faut également être sur des Bien thématiques sûr. modernes. Et le moderne passe aussi par le monde un peu plus digital qu'il n'était à une certaine époque. Donc, Alors, à ce propos, je vous avais demandé comment vous écriviez et vous m'avez dit que vous vous serviez de votre ordinateur. tout à fait. Voilà. Mais l'ordinateur, c'est pas tout. Et ça va pas forcément plus vite. Combien de temps pour écrire ce livre? Ah là là. En fait, c'est un livre qui est donc sorti le 26 septembre 2016, mais dont le premier mot a démarré en novembre 2013. Donc l'écriture du premier jet s'est fait entre novembre 2013 et avril 2014, où là ma famille a vécu quelque part des temps un peu difficiles, puisque j'avais très peur de perdre mes personnages et je m'imposais un rythme d'un chapitre par semaine, donc en plus du travail bien entendu. Et c'est vrai que quand vous êtes dans la rédaction d'un livre, votre esprit traîne un petit peu ailleurs, donc il y a une dimension un peu schizophrène, mais que ma femme était là pour me soutenir, mais ça n'a pas été facile tous les jours, je dirais. Et donc avril 2014, je sors du premier jet, mon histoire est posée, le puzzle est reconstitué, et là je m'arrête. Ce qui a d'ailleurs surpris quand j'ai raconté cette histoire, parce que c'est généralement une pratique plutôt professionnelle, et finalement je l'ai appliquée moi naturellement sans en avoir connaissance. Donc j'ai laissé mon livre reposer pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, je l'ai donné à lire à des amis. Certains étaient des lecteurs assidus, d'autres de très mauvais lecteurs, au sens où ils ne lisaient pas du tout. C'était important pour moi d'essayer de toucher les deux publics et de voir comment ils réagissaient. Et en fait, les deux m'ont apporté des choses très différentes. Donc en fait, ceux qui n'aimaient pas lire m'ont dit on l'a lu parce qu'on était curieux, parce que c'est toi qui l'avais écrit. Et finalement, on l'a lu au bout de 2 jours, parce qu'on n'a pas vu les mots, on a vu les images, et on l'a lu comme un film. Et pour les autres qui étaient un peu littéraires, ils ont su m'apporter des idées sur des passages qu'ils trouvaient un peu lourds, et de manière à guider aussi, m'orienter pour la deuxième mouture.
Et donc au bout de 3 mois, j'ai repris ce premier jet, j'ai enchaîné avec une deuxième mouture, une troisième, et quand j'ai estimé que j'avais un produit plutôt intéressant, là j'en ai fait quelques exemplaires à mes frais, et je l'ai envoyé aux différentes maisons d'édition. Et là, on était en septembre 2015. Oui, donc 2 années après. Et donc une fois que j'ai eu toutes ces lettres me disant non qui sont tombées dans ma boîte aux lettres, un jour, un peu par défi, le Furet du Nord est arrivé à Beauvais. J'ai vu cette collection Polar au Nord qui était une collection plutôt régionale. Et j'étais pendant le réveillon chez mes parents, donc dans le nord de la France, et je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai envoyé le synoptique avec le livre. Et en janvier 2016, là je n'ai pas eu de lettre. J'ai eu un coup de fil d'une éditrice, Marion Weber-Masna, de Ravay-en-Sault, qui m'a dit, écoutez, l'un des membres du comité de lecture chez nous s'est couché à 3 heures du matin pour finir votre livre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à en faire. Et l'aventure de l'édition a démarré pour s'achever en septembre 2016 avec la tombée du livre dans les bacs. Bien. Voilà. Alors, je confirme, moi, quand j'ai mis le nez dedans, j'ai eu un mal fou à aller dormir parce que je me suis dit non, écoute ma fille, il faut quand même dormir, et je l'ai vraiment descendu en à peine 2 jours. Alors qu'on était pendant les vacances, je me suis vraiment enfermée, je suis pas sortie du tout parce que je voulais. Parce que, écoutez, dans votre livre, de toute façon, il y a un rythme. Vraiment, enfin, vous parliez de film, et il y a avant tout un rythme, et on est embarqué. J'ai essayé en tout cas. Je crois que c'est tout à fait réussi. Effectivement, déjà le fait de passer d'un endroit du puzzle à un autre, ça donne un rythme. Après, passer éventuellement d'un pays à l'autre quand l'histoire le rend nécessaire, donne aussi un autre rythme. Et puis après, oui, les actions en elles-mêmes, je vais pas dire que c'est dans la vie de tout à chacun, mais c'est vrai que dans la vie, on n'a pas toujours des situations confortables, et il y a des rebondissements, et quelquefois on pense en avoir terminé avec une situation, et puis la loi des emmerdements maximum fait que finalement c'est pas fini. Et finalement c'est juste la vie, ce livre. Oui, mais il y a notamment un moment de poursuite. Vraiment, alors on se sent poursuivi aussi quand on lit. Et puis, chouette, on vient de monter dans le train, on est tranquille. Non, on n'est pas tranquille. Et puis pendant ce temps-là, il y a l'autre là qui est en train de continuer dans sa petite voiture. On se dit, là, ils vont... non, il échappe pas. Et puis, c'est vrai, là, il y a les motos qui arrivent. Il y a les motos qui arrivent. Et alors en plus, on sait jamais trop d'ailleurs si on est en face de quelqu'un qui est pour vous ou de quelqu'un qui ne l'est pas. Et c'est vrai que dans la vie, on sait jamais trop d'ailleurs si les gens, même quand ils vous font un sourire, sont sympas ou pas. C'est vrai. Oui. Et alors là, plus d'une fois, on se trompe, on fait un peu confiance à la personne, et voilà, c'est celle qu'il ne fallait pas. Et c'est vrai que ça va très très vite. Il y a vraiment un rythme qui n'est jamais cassé. Et vraiment, on pense qu'on en a, quand j'en avais parlé avec vous, ça m'a fait un petit peu penser à quand on joue par exemple au Monopoly, et on se dit tiens, je suis tombé sur cette case-là, je suis tranquille pour un temps. Non. Flûte, je suis tombé dans la prison. Alors là, je vais pas en sortir. Si, j'en sors. Enfin, et c'était vraiment, il y a aussi tout un côté ludique. Oui, on retrouve en fait ce que je vous expliquais au début, ce côté rallye, puisque quand je dis que je fais beaucoup de rallye, c'est moi qui les prépare. Donc c'est effectivement des énigmes pour se retrouver dans un lieu, découvrir ce qu'il y a dans le lieu, et après répondre à un certain nombre de questions. Et finalement, j'arrive dans ce livre un peu comme dans un rallye, à préparer des énigmes. Cette fois-ci, c'est un peu plus dur parce que effectivement, l'énigme doit tenir le lecteur en haleine pendant près de 400 pages. Mais c'est effectivement toujours un petit peu le même rythme de prendre sa voiture pour aller d'un point à l'autre et finalement essayer de trouver l'étape ultime qui nous emmène à la fin.
Mais je pense qu'il y a plus encore, parce que je trouve qu'il y a une construction, une organisation du texte qui va préparer les scènes. Parce qu'il y a des moments, il y a des actions qui vont venir sans que le lecteur n'y prenne garde, mais qui sont déjà là. Il y a des petites graines qui sont semées en cours de route, et qui font que quand la chose arrive, eh bien, finalement, le lecteur n'est pas surpris. Non, effectivement. Il n'y a pas de rupture. Et c'est vraiment, vous avez travaillé de façon à donner une cohérence à votre texte. Je laisse effectivement, comme le petit poussé, des petits cailloux que je vais utiliser à un moment, ou pas, ou que je vais ressortir, que je peux éventuellement ressortir sur un tome 2 également. On l'attend, hein. Il est en gestation. Vous êtes piégé, hein. Il est en gestation. Bien. Mais effectivement, c'est important pour moi de laisser ces traces. Et comme c'est important aussi pour moi de ne laisser aucun personnage sur le bord de la route. Vous verrez, il y a un personnage qui apparaît tout au début et on se dit, voilà, on l'a perdu. Et finalement, il rejaillit à la fin sous une autre forme. Et une dame, qui est une vieille personne que je salue. Aujourd'hui, elle nous a quittés malheureusement, mais elle a lu mon livre et elle a corrigé. C'était une ancienne professeure, c'était ma tante, et qui a corrigé aussi au bout de la énième fois les fautes d'orthographe, et avec plaisir a lu ce roman, me faisait la réflexion. Oui, j'ai été très contente parce qu'en fait, tu n'as perdu aucun des personnages. Il y a un personnage qui sert de parenthèse. Oui. Le début et la fin. Oui. Et effectivement, on est content de le retrouver. Et une parenthèse doit toujours être fermée. Oui, et puis d'un autre côté, elle illustre aussi l'un des personnages principaux. Tout à fait. Parce que on va pas en parler plus. Je crois qu'il faut absolument. Enfin, quand même, les personnages, justement, j'ai trouvé des personnages qui sont, je dirais, déplacés au départ. Ils sont déplacés géographiquement. Oui. Et ils sont déplacés socialement. Il y en a même un qui est déclassé. Ils sont déplacés dans leur vie également, et ils recherchent leur place, mais on retrouve finalement cette quête identitaire qui est très importante pendant tout le livre. C'est là qu'ils ont besoin de se retrouver eux-mêmes, ils ont besoin de retrouver leur véritable nature, ils ont besoin de se révéler finalement à eux-mêmes. Oui. Et de se comprendre. C'est un peu comme une tortue sur le dos. À un moment, quand la tortue n'a pas fait attention et qu'elle est dans son confort de vie, qui est une vie lambda, s'il n'arrive pas quelque chose qui fait que la tortue finalement arrive à se remettre sur le ventre, ou s'il n'y a pas quelqu'un qui prend la tortue et qui la remet sur le ventre, il n'y arrivera pas. Et donc je pense qu'on a tous vécu ça dans notre vie, d'avoir des moments où on se sent porté par la vie sans trop lui apporter de choses, et puis à un moment tout s'emballe. Vous savez pas pourquoi, il y a eu un déclic, vous avez fait une rencontre, vous ne l'expliquez pas, et brusquement une inflexion est donnée et vous la suivez. Alors, vous dites de toute façon dans le livre que, et c'est à plusieurs endroits, enfin je l'avais relevé, mais bon là on va pas reprendre les différentes pages, mais que en fait la naissance n'est pas la naissance forcément la naissance biologique, mais qu'il y a une ou même parfois plusieurs naissances dans la vie. Oui, je pense que chacun a droit à plusieurs naissances, plusieurs chances, et puis on a tous une trajectoire, si je peux l'exprimer comme ça. Effectivement, la naissance biologique, jusqu'à un certain moment, c'est une phase d'apprentissage, et petit à petit, en fonction des rencontres, en fonction des chemins des choix qu'on fait, des chemins qui nous tentent, on va finalement donner une inflexion à notre vie pour
ouvrir une nouvelle porte qui nous mènera ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment dans le livre vous retrouvez le symbole de l'abeille. Alors vous le retrouvez à différents degrés, parce que l'abeille a symbolisé beaucoup de choses tout au long des siècles. C'est quand même l'un des insectes les plus vieux qui existent, et qui, si elle pouvait parler, pourrait nous en dire beaucoup sur toutes les civilisations. Mais l'abeille, justement, a différents états qui vont la faire passer justement d'un statut de larve qu'on appelle une nymphe à un statut d'abeille adulte qui aura à son tour plusieurs fonctions. Et je crois que l'être humain est finalement un peu comme ça, avec ces différents chemins, ces différentes fonctions à trouver. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que j'ai pas réussi à le faire avant, entre 45 et 50 ans, enfin ce que j'écris peut intéresser les gens. Ben voilà, il y avait un temps à attendre, un temps de vie, un temps de maturité, je ne sais pas, que peut-être j'ai atteint. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi, toute sa vie, on se forme. Tout à fait. Tout à fait. Contrairement à ce qu'on pouvait croire, je pense très souvent moi au bourgeois gentilhomme de Molière dont on se moquait parce que âgé il voulait apprendre des choses. Bon, oui, on peut s'en moquer parce qu'il est sot, donc il retient rien, d'accord. Mais le fait de vouloir, même encore à son âge, apprendre la danse, apprendre à bien écrire, etc. Bon, il se fait rouler par ses maîtres, évidemment, sinon ce serait pas une comédie. Mais c'est quelqu'un dont on se moquait beaucoup à l'époque de Molière, mais c'est quelqu'un dont on ne se moquerait plus à l'heure actuelle, sauf bien sûr qu'il est un peu bébêtement, mais qu'il profite pas bien de ses leçons. Mais c'est vrai que l'université du troisième âge existe maintenant, et personne ne s'en moque. Oui. Ben, écoutez, peut-être que j'aurai plus de facilité à écrire quand je serai en retraite que quand je suis encore au travail. Oui. Surtout, vous aurez plus de temps pour écrire, parce qu'en retraite, on n'a pas beaucoup plus de temps. Alors, autre personnage quand même dont je voulais parler, mais pas trop, mais notamment notre fameuse Selena qui vient au secours de Clara. Moi, elle m'a fait absolument penser au personnage de Millennium, à cette fille absolument extraordinaire et bizarre de Millennium. Ça fait partie du déclic. Je vais pas dire que c'est l'unique déclic que j'ai eu. Il peut y avoir aussi des rencontres particulières qui ont fait qu'à un moment j'ai repris la plume. Par contre, c'est vrai que j'ai commencé par voir la version américaine de Millennium avec Daniel Craig. Ça m'a donné envie de regarder la version suédoise, et je suis venu au bouquin. Et cet univers de Millennium, je vais pas dire qu'il m'a hanté, mais quelque part je n'en suis jamais sorti. Et on retrouve d'ailleurs ce côté un peu puzzle. Et le personnage de Lisbeth Salander, effectivement, on peut dire que la Selena du Sommeil des Nymphes a quelques intonations de cette personne-là. Elle lui ressemble pas vraiment. Pas extérieurement. Non, pas extérieurement. Par contre, effectivement, dans sa manière de voir les choses d'une manière assez abrupte, je l'explique d'ailleurs à un moment dans le livre. On est tous des personnes ou des personnages de jour, et en fait Selena, donc le nom n'est pas innocent, Selena c'est la lune, et c'est plutôt le personnage de nuit. Et quelque part, il y a ce qu'on exporte durant la journée de manière ouverte, et puis il y a ce qui s'exporte plus difficilement, qui est dans nos pensées, dans notre inconscient, et qu'on évoque davantage dans notre personnage de nuit. Et voilà, on saute là aussi du jour à la nuit en fonction du personnage, et ce personnage de Selena a quelque chose de lunaire, a quelque chose qui révèle ce qu'on ne peut pas dire ou faire dans les conventions habituellement, qui a ses propres règles, et qui
au fond, n'est pas quelqu'un de mauvais, bien au contraire, bien au contraire, mais qui a une manière bien à elle de l'exprimer. Oui. Et ça, je vous laisse le découvrir. Bien. Alors, on arrive à 15h. Bon, en général, à 15h, il y a une lecture. Donc, on va peut-être d'abord passer votre 3e CD. Et puis ensuite, j'ai demandé donc à Philippe Lang de lire un passage de son texte. Bien voulu, mais avec un peu d'appréhension. Parce que je ne sais pas ce que rend ma voix quand vous l'écoutez. Et je me dis, si je lis 3 pages et que finalement je les lis mal, ça va pas me servir à ce qu'ils aient envie de lire le livre. Voilà. Je pense pas qu'il y aura de problème. Je vous ai dit, sinon moi je peux le lire moi-même. Je trouve que c'est plus sympathique que ce soit. Non, je vais essayer. Oui. Je vais essayer. Oui. Non, moi je vous fais confiance. Alors, on va peut-être déjà commencer par écouter Passenger que vous nous avez apporté. Alors c'est une chanson d'un album de Aaron. Et Passenger, parce que nous sommes tous les passagers de notre propre vie. Et comme Geneviève m'avait fait l'allusion qu'on retrouvait tous les moyens de transport dans mon livre, j'ai voulu également lui faire ce petit clin d'œil. D'accord, bien. Donc nous allons écouter, et puis ensuite, moi j'expliquerai peut-être avant que vous lisiez pourquoi, parce que vous m'avez demandé de choisir le passage. Oui. J'expliquerai pourquoi j'ai choisi ce passage. D'accord. Voilà. Moi je pense que vous vous en doutez. Un petit peu. Et je vous rappelle que vous êtes en train d'écouter Philippe D. Lang qui nous parle donc du sommeil des nymphes, son thriller qu'il a publié chez Ravet-Anceau dans la collection Polar en Or, et que Monsieur Lang va maintenant nous lire un passage que j'ai choisi. Et donc peut-être que vous allez le situer avant de le lire. Oui, donc je vous ai raconté tout à l'heure qu'en fait nous étions dans un hôtel avec une femme de chambre qui a disparu, qui s'appelle Clara, dans les étages supérieurs, et que son amie Selena veut absolument monter aux étages supérieurs pour la rechercher. Elle a trouvé un subterfuge pour essayer de monter. Elle veut en fait dérober le pass et la carte magnétique du veilleur de nuit, qui n'est autre que Thorn. Et donc elle fait des allées et venues dans son appartement en espérant trouver cette fameuse carte qui lui permettrait d'accéder aux étages supérieurs. Et en fait, elle a du mal à trouver, et on est à un moment où finalement les deux vont peut-être bientôt se rencontrer, mais pas tout à fait. Ils se sont déjà pas mal croisés. Ils se sont croisés, mais sans jamais se rencontrer. Ça va venir. Et donc, je me propose de vous lire ce moment d'avant-rencontre. Voilà. Toujours pas de code ou de message de la part de Clara. C'était comme si elle avait complètement disparu de la circulation. Selena n'avait toujours pas osé parler à Thorn. Elle avait choisi de revenir dans son appartement avec une ferme résolution. Si Clara ne se pointait pas ce soir, elle devrait lui parler, quoi qu'il lui en coûte. Si son amie était en difficulté, elle devait prendre un risque. Elle avait rejoint l'appartement de Thorn vers 23h30 et s'était fixé une limite à 1h du matin pour que Clara n'arrive. C'était à peu près l'heure où Thorn se faisait une tasse de café. Sa vessie le titillait généralement une demi-heure après. Après l'avoir observé toutes ces nuits, elle connaissait ses habitudes. Il était réglé comme une pendule. Dès qu'elle entra dans l'appartement, elle se dirigea vers le réfrigérateur pour retirer les yaourts qu'elle avait omis de récupérer la dernière fois. Il n'avait pas bougé de place. Ouf! Thorn, tu es un vrai mec. Tu ne sais pas ce que tu as dans ton frigo. C'est aux femmes de savoir ces choses-là, murmura-t-elle pour elle-même. Le réveil matin écronnait les minutes avec appréhension. Selena décida de se calmer, essayant de rejeter l'hypothèse qu'une nouvelle fois Clara puisse lui faire faux bond. Elle prit le classeur de poèmes, qui visiblement n'avait pas été touché depuis sa dernière visite. Elle choisit un texte, qu'elle relut plusieurs fois, puis
lorsqu'elle se sentit prête, se laissa envahir par les images que la poésie lui suggérait. Ses mains se mirent en action pour ce miracle qu'elle renouvelait de dessin en dessin. Le matin même, Thorne avait acheté une mini-tablette tactile ainsi que 2 webcams qu'il avait habilement dissimulées dans sa chambre. Le vendeur avait dû lui expliquer les choses plusieurs fois, tant il était déconnecté des dernières évolutions de la technologie. Mais il avait bouclé l'installation avec succès, sans aide. En bousculant ses petites habitudes, l'homme du passé parvenait finalement à se projeter dans un présent un peu plus moderne s'il le fallait. Il en fut le premier étonné. Le réseau Wi-Fi de l'hôtel avait permis la connexion à distance. Trop occupée à son ouvrage, Selena ne remarqua pas l'œil qui ne manquait aucun de ses mouvements depuis qu'elle était entrée dans la pièce. De son poste de veille, il pouvait changer l'angle de la caméra, zoomer, extraire des photos. Décidément, cette roumaine ne manquait aucune occasion de le surprendre. Mis à part qu'elle avait franchi la ligne rouge. De quel droit s'était-elle approprié son espace sans y avoir été invitée? Pourtant, son irritation fut rapidement balayée par un mélange d'admiration et d'émotion. Selena. Il connaissait son prénom. Sa photo était restée quelques semaines sur le tableau d'affichage. La jeune femme avait été distinguée comme employée du mois, mais il ne se souvenait plus de la raison. Selena ne se bornait pas à lire son texte. Ses vers la touchaient suffisamment pour lui inspirer des images qu'elle était capable de reproduire avec intensité. Lorsqu'il la vit tenir le poème à bout de bras de la main gauche et le dessin de la main droite, il ressentit comme un arc électrique lui parcourant l'échine. Comment était-elle capable d'une telle prouesse? Comment une Roumaine pouvait par ailleurs avoir une telle maîtrise de la langue française pour lire de la poésie, elle qui avait dû l'apprendre quelques années auparavant? Il n'avait jamais échangé un mot, mais tout ce qu'il voyait le touchait à un point qu'il n'aurait jamais imaginé. Il zooma sur ses mains, qu'il analysa sous toutes les coutures, comme s'il s'agissait d'un trésor antique. Ses doigts étaient fins et lumineux, ses mains un délicieux mariage de force et de légèreté. L'emplacement de la caméra ne lui permettait pas une vision aussi détaillée de son visage, d'autant que Selena ne relevait pas la tête. Aussi s'attarda-t-il sur les épaules. L'œil de la caméra s'arrêta sur 3 grains de beauté en triangle à la base du cou. Son regard se troubla. La vision d'une figure géométrique similaire était encore très présente devant ses yeux et dans son cœur. Il se souvenait avec effroi de la morsure d'une corde de nylon sur un cou tout aussi gracile par un soir d'été. Le coup de poing dans la vitre, le geste désespéré pour récupérer un fragment de verre afin de couper la corde. Son bras portait encore les traces des entailles lorsqu'il était passé au travers de la fenêtre. Il était arrivé trop tard. Puis la vie s'était arrêtée. D'instinct, il chercha à chasser l'image devant ses yeux, jusqu'à ce que l'intolérable le rattrape. Il sentit les larmes lui monter aux yeux, mais empoignant le rebord de la table, il se força à regarder la tablette et le souvenir de cette peau blanche avec ses grains de beauté si caractéristiques s'estompa. À l'écran, Selena rangeait le classeur. Thorne entendit à nouveau l'appel de Clara dans la tête. Il comprit qu'à travers lui, c'était son amie roumaine qu'elle appelait à l'aide. Celle qui prenait tant de risques pour la voir et qui jamais ne l'avait abandonnée. Il comprit qu'il était au cœur d'une intrigue à laquelle ses filles étaient mêlées et, curieusement, il se sentait concerné par ce qui leur arrivait. Ce que la caméra lui avait révélé aujourd'hui lui suffisait. Selena ne pouvait pas lire sa poésie, avoir la volonté de la transcender graphiquement et être foncièrement mauvaise. Il fallait qu'il parle à ce petit bout de femme. Abandonnant son poste, il se leva pour gagner son appartement par le rez-de-chaussée. Il était 1h du matin lorsque Selena sortit de la chambre. Elle monta directement au premier étage pour rejoindre la mezzanine d'où elle pouvait observer le poste de nuit. Thorne ouvrit la porte doucement. L'appartement était vide. Avait-il rêvé? Il ouvrit le classeur et découvrit avec stupeur la ferveur d'une artiste accomplie. De la mezzanine, Selena vit que Thorne n'était pas à son poste. Sans doute était-il parti aux toilettes. Elle descendit les marches, sans se précipiter, essayant de dompter son appréhension. Elle savait qu'elle allait prendre un gros risque en dévoilant sa présence à un étranger, mais pouvait-il en être autrement? Pour Clara, elle n'avait pas d'autre choix que de trouver un allié. Elle avait décidé de lui parler.
Elle sourit à la vision de la table entièrement recouverte de papier. La tablette tactile n'attira pas spécifiquement son attention. Son regard se posa machinalement sur sa veste, qui, comme à l'ordinaire, avait été abandonnée sur le dossier de la chaise. Son œil distingua une carte magnétique dans la poche poitrine. Bon sang, il a dû se rendre compte qu'il avait perdu sa carte. Il l'a fait dupliquer. Je peux monter sans avoir à lui parler. Thorne devenait nerveux. Où était-elle? Il ressortit immédiatement pour humer l'air. Le muscle l'appelait au premier étage. Il suivit le parfum tant qu'il n'était pas retombé. Thorne réalisa qu'ils s'étaient croisés. Chacun emprunta un étage différent. Il parvint à la mezzanine. Il scruta le hall, tendit l'oreille à l'affût du moindre bruit. Il entendit la porte du sous-sol claquer. Il se pencha au-dessus de la balustrade. Voyant sa veste à terre au pied de la chaise, il descendit les marches 4 à 4 pour constater une nouvelle fois que la carte n'était plus dans sa poche. Et merde, la petite veut monter là-haut. Bon sang, la gamine, quand tu as quelque chose dans la tête, tu ne l'as pas ailleurs. Il se précipita au sous-sol vers l'accès au monte-charge. Il entendit les portes se refermer dans le local technique. Trop tard. Selena montait. Rien n'aurait pu l'arrêter. Voilà. Et puis, bon, après tout le roman va continuer à se nouer et les choses ne vont pas s'améliorer tout de suite. Pour le plaisir du lecteur. Mais ils finiront par se rencontrer. Oui, ils vont finir par se rencontrer, par s'allier et par s'aider pour effectivement faire avancer les choses. Alors, peut-être qu'avant de conclure et de nous séparer, nous allons passer le 4e titre que vous avez choisi. Alors c'est un titre de Zaz qui s'appelle Ébloui par la nuit, parce que à la fin du thriller on est comme à la sortie d'un tunnel avec les lumières qui commencent à apparaître, et j'aime beaucoup ce message puisqu'on a cette alliance d'ombre et de lumière avec la nuit éblouie. Donc et c'est un thème qui est évoqué particulièrement, et ce disque est évoqué à la fin du livre. Bien, donc nous allons l'écouter et puis nous nous séparons après. Par la nuit, Zaz, c'était donc le dernier titre choisi par Philippe Deslangues, qui est venu aujourd'hui à Radio Puisalène. Donc c'était une interview en présence pour nous présenter Le Sommeil des nymphes, son thriller paru en septembre 2016 chez Ravet-Anceau. Alors ce roman à la fin est un roman ouvert. Ouvert. Oui, parce qu'on a un peu l'impression que tout va recommencer. Alors oui, ça se termine pour les personnages, mais en fait, l'histoire en elle-même se termine, effectivement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le petit poussé peut laisser des petits cailloux pour ouvrir d'autres portes. Et effectivement, je pense que je n'ai parlé que d'un aspect de la thématique qui m'est cher, et qu'il en reste un qui, je ne vous dirai pas lequel. Non. Et effectivement, j'ai laissé à la fin du premier tome quelques cailloux pour en démarrer un second. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur le second, j'ai écrit les 9 premiers chapitres. Oui. Alors moi, j'allais vous poser la question, est-ce que la vie est comme l'histoire, un cycle infernal ? Infernal, peut-être pas. Bon. Mais encore une fois, plusieurs naissances et renaissances, oui. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement que tout n'est pas décidé finalement au moment où on paraît, et qu'on peut donner des inflexions de ci de là à sa vie pour aller vivre ses rêves jusqu'au bout. Bien. Eh bien, je pense que votre écriture est aussi un de vos rêves. Oui. Je pense qu'il y a derrière l'écriture un peu de douleur, un peu de choses qu'on a conservées de son vécu, qu'on veut exprimer. Et puis, un matériau de construction pour les autres et pour soi-même. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu, et puis on attend le deuxième. Hein. On a le temps de deuxième, mais vous pouvez éventuellement aussi me retrouver à quelques dates.
Oui, alors donnez-nous un petit peu vos dates. Qui sont déjà allez-y. prises. Alors, sur Beauvais, j'ai été sollicité par la personne du France Loisirs de Beauvais pour une dédicace spéciale le 21 janvier, donc à Beauvais. Ce sera où exactement à Beauvais? France Loisirs. France Loisirs. France Loisirs. Ensuite, ils ont un endroit à France Loisirs. Oui, il y a un France Loisirs. Okay. Le fameux Furet du Nord qui s'est installé à Beauvais, donc il n'y a pas si longtemps, donc va m'accueillir le 4 février. 4 février. Alors ce sera probablement l'après-midi à partir de 15h. Et j'ai eu en fait la bonne surprise de me voir dans le top vente du Cultura Saint-Maximin. Donc Saint-Maximin est assez proche de Chantilly, donc peut-être que le livre résonne d'une manière bien particulière à cet endroit. Et donc j'y suis passé ce week-end et donc on s'oriente vers une séance de dédicace le 11 février au Cultura de Saint-Maximin. D'accord. Et puis je pense qu'il y en aura d'autres et vous nous le direz de façon à ce qu'on puisse le dire à l'antenne. Oui, pas Très de problème. Bien. Bon, et moi, à partir du 9 janvier, dès que je reprends mon émission, je rappellerai donc les différentes dates que vous venez de nous donner. Laissez-vous porter par l'histoire, mais de temps en temps, posez-vous la question, où s'arrête la fiction et où commence la réalité? Oui. C'est un mystère du livre. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Alors, je ne sais pas si vous mettrez 2 années aussi pour écrire le numéro 2, le tome 2. Ça dépendra de mon travail. D'accord. Écoutez, je vais essayer d'être plus rapide. On attend. Ne vous pressez pas parce que si c'est pour avoir la même chose que ça, eh bien, ne vous pressez pas. Allez-y, faites-nous un beau livre comme ça. Et puis, quand il sortira, on espère que vous reviendrez nous voir. Pas de problème. Nous en parler et puis nous faire la lecture. Et je vous rassure, votre lecture était tout à fait bien. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'écouter sa voix sur un enregistrement, on la trouve, mais tout le monde, hein. Tous, on trouve. Oui, j'ai déjà entendu ma voix sur un répondeur téléphonique et ça m'a pas fait envie. Hein. Non, mais c'est normal parce que nous n'entendons pas notre voix de la même façon, nous l'entendons de l'intérieur et donc à l'extérieur, c'est toujours très choquant. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Donc, à bientôt pour les dédicaces et puis peut-être à l'année prochaine pour le livre suivant. Merci beaucoup. Merci et bonne lecture à tous. Merci.